Mes parents se sont retournés contre moi parce que j'ai accepté d'être le père d'une fille que je n'avais jamais rencontrée, après que les services de protection de l'enfance m'ont contacté. J'ai 42 ans, je suis sobre depuis 8 ans après une addiction à l'alcool. Je travaille dans un entrepôt et je vis seul dans un petit appartement. Ma vie est simple et prévisible, exactement comme je la veux après le chaos de mes années d'alcoolisme. Mardi dernier, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Josie, des services de protection de l'enfance. Elle m'a demandé si je connaissais une certaine Lisa. Lisa était une femme que j'avais connue pendant la pire période de mon alcoolisme, il y a environ 12 ans. Nous étions ensemble peut-être 6 mois avant que je ne sois arrêté pour conduite en état d'ivresse et que je passe 4 mois en prison. Quand je suis sorti, elle avait disparu. Josie m'a dit que Lisa avait une fille, Sophia, 11 ans. Sophia avait été retirée de la garde de sa mère parce que Lisa consommait de la drogue et n'était plus capable de s'occuper d'elle. Puis Josie a lâché la bombe, mon nom était inscrit sur l'acte de naissance de Sophia et sur tous ses dossiers scolaires comme étant son père. Je lui ai dit que c'était la première fois que j'en entendais parler. Elle a expliqué que cela arrivait plus souvent qu'on ne le pense, la mère inscrit un nom à la naissance, et à moins qu'il y ait une contestation légale, l'État l'accepte. Josie m'a donné 2 options, je pouvais prendre Sophia en garde d'urgence ou elle serait placée en famille d'accueil. Elle a dit qu'ils avaient passé des mois à chercher de la famille et n'avaient trouvé personne d'autre. Les parents de Lisa étaient morts et sa sœur ne voulait rien avoir à faire avec cette histoire. J'ai demandé à Josie s'il était possible de faire un test ADN pour être sûr que Sophia était bien ma fille. Elle a répondu que l'acte de naissance constituait déjà une preuve légale suffisante, mais que je pouvais faire un test si je le souhaitais. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir, mais elle m'a dit que je devais décider avant le week-end, car Sophia était hébergée chez une famille d'accueil provisoire. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Les dates correspondaient, si Sophia avait 11 ans et que j'avais été avec Lisa il y a environ 12 ans, ça collait. Mais prendre en charge un enfant que je n'avais jamais rencontré me paraissait fou. Je gagne à peine assez pour subvenir à mes propres besoins, alors un enfant. Jeudi, mon frère m'a appelé. Il avait appris l'histoire grâce à notre cousine qui travaille au tribunal. Mon frère m'a dit que j'étais stupide et que ce n'était pas mon problème. Selon lui, Lisa avait probablement mis le nom de plusieurs hommes et j'étais juste le premier qu'ils avaient retrouvé. Il m'a dit que je devrais refuser la garde et laisser cette fille aller en famille d'accueil. La réaction de ma sœur a été l'opposé. Elle m'a dit que j'avais la responsabilité au moins de rencontrer Sophia pour voir si elle était vraiment ma fille. Ma sœur a 2 enfants et disait qu'aucun enfant ne devrait aller en famille d'accueil si un membre de la famille peut le prendre. J'ai donc décidé de rencontrer Sophia avant de prendre ma décision finale. Josie a organisé une visite dans la famille d'accueil temporaire vendredi après-midi. La mère d'accueil était gentille mais clairement dépassée. Elle avait déjà 3 autres enfants à charge et semblait soulagée de me voir arriver. Sophia était petite pour son âge, avec des cheveux foncés et des yeux bruns. Elle était silencieuse et restait près de la mère d'accueil au début. Quand Josie m'a présenté comme son père, Sophia m'a simplement fixé du regard. Je lui ai posé quelques questions sur l'école et ce qu'elle aimait faire. Elle répondait par de courtes phrases mais ne semblait pas effrayée. La mère d'accueil m'a pris à part et m'a dit que Sophia était une bonne enfant, qu'elle ne causait jamais de problème. Elle m'a dit que Sophia aidait avec les plus petits et rangeait toujours ses affaires. Mais elle m'a aussi dit que Sophia faisait parfois des cauchemars et se réveillait en appelant sa mère. J'ai demandé à Sophia si elle voulait venir vivre avec moi. Elle a haussé les épaules et dit qu'elle ne me connaissait pas encore. J'ai dit que c'était normal, et je lui ai demandé ce qu'elle aimerait dans une nouvelle maison. Elle a dit qu'elle voulait sa propre chambre et continuer dans la même école. Je lui ai dit que je pourrais probablement faire ça. Ce soir-là, j'ai appelé Josie pour lui dire que je prenais la garde. Elle semblait soulagée et m'a dit qu'elle lançait les démarches. Elle m'a aussi parlé de quelque chose appelé les aides pour les proches aidants, une aide financière versée par l'État aux familles qui prennent en charge un enfant qui irait sinon en famille d'accueil. Ce n'était pas beaucoup, mais ça aiderait pour la nourriture et les vêtements. Mon frère m'a rappelé ce week-end-là pour me dire que je faisais une énorme erreur. Que je ne connaissais rien aux enfants et que Sophia avait sûrement de graves traumatismes dus à la négligence. Il m'a dit que nos parents nous avaient abîmés et que je ne ferais que ruiner la vie de cet enfant. Cela a dégénéré en dispute où il m'a accusé de vouloir jouer au héros. Ma sœur, elle, a proposé de m'aider à préparer l'arrivée de Sophia. Elle m'a accompagné à acheter les bases, draps, serviettes, quelques vêtements. Elle m'a aussi donné une liste de choses à faire, organiser la scolarité de Sophia, lui trouver un médecin traitant, etc. La liste était énorme. J'ai dû demander des jours de congé pour gérer les papiers et les rendez-vous. Mon patron n'était pas ravi, mais quand j'ai expliqué la situation, il m'a dit qu'il ferait de son mieux pour être flexible. J'ai utilisé presque tous mes jours de congé en 2 semaines. Le plus difficile a été d'expliquer à Sophia pourquoi sa mère ne reviendrait pas de sitôt. Josie m'avait dit que Lisa était en prison, accusée de délits graves liés à la drogue. J'ai essayé de l'expliquer sans faire passer sa mère pour un monstre, mais Sophia posait beaucoup de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Sophia a emménagé chez moi un dimanche début octobre. J'ai acheté une petite commode et un lit pour la chambre d'appoint. Elle a passé environ 1 heure à explorer l'appartement, puis s'est assise sur le canapé et m'a demandé à quelle heure était le dîner. Les premières semaines ont été difficiles.
Sophia avait l'habitude de s'occuper seule, ce qui avait un côté positif mais montrait surtout à quel point elle avait été négligée. Elle savait faire la lessive et préparer des repas simples, mais personne ne lui avait jamais lu une histoire le soir ni aidé pour les devoirs. Elle était déjà trop grande pour certaines de ces choses, ce qui m'a brisé le cœur. Elle cachait aussi de la nourriture dans sa chambre, ce que Josie m'avait dit être normal chez les enfants qui ont eu faim. J'ai dû tout apprendre à zéro. Je ne connaissais pas sa taille de vêtements, ce qu'elle aimait manger, sa routine, ni même le nom de ses enseignants. J'avais l'impression de faire semblant d'être un père et de mal le faire. La situation scolaire était compliquée. Son ancienne école était de l'autre côté de la ville et le trajet en bus prenait plus d'1 heure. Je voulais la transférer à l'école élémentaire près de chez moi, mais elle a supplié qu'on ne le fasse pas. Elle ne voulait pas perdre ses amis ni recommencer à zéro. J'ai accepté de l'emmener en voiture dans son ancienne école pour le reste de l'année, même si cela signifiait arriver en retard au travail et partir plus tôt pour la récupérer. La réaction de ma famille s'est empirée avec le temps. Mon frère a complètement arrêté de m'appeler. Ma sœur a proposé de garder Sophia les week-ends. Quand je l'ai suggéré à Sophia, elle a dit qu'elle ne voulait pas dormir chez quelqu'un d'autre. Puis mes parents ont appelé. Ils vivent dans un autre état et je ne leur avais pas parlé depuis des mois. Ils avaient appris pour Sophia, probablement par mes frères et sœurs. Ma mère m'a dit qu'elle était déçue que je prenne en charge le problème de quelqu'un d'autre. Mon père m'a dit que j'aurais dû engager un avocat avant d'accepter quoi que ce soit. Ils ont tous les deux dit que les gens profitaient de moi et que Sophia n'apporterait que des ennuis. Je pensais qu'ils seraient heureux d'avoir une petite fille, mais c'était tout le contraire. Ils ne voulaient même pas la rencontrer ni lui parler au téléphone. L'argent manquait, même avec les aides financières. Sophia avait besoin de fournitures scolaires, de vêtements d'hiver, et de plein d'autres choses auxquelles je n'avais pas pensé. J'ai dû utiliser mes cartes de crédit, ce qui m'a stressé parce que j'avais travaillé dur pour sortir de mes dettes après avoir arrêté de boire. En novembre, j'étais épuisé et je commençais à me demander si mon frère n'avait pas raison. Sophia était une bonne enfant, mais s'occuper d'elle était bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Elle faisait toujours des cauchemars. Elle avait du retard dans certaines matières et avait besoin de soutien pour les devoirs. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur sa mère et sur les visites. Finalement, j'ai décidé de faire le test ADN, en partie pour satisfaire ma curiosité et en partie parce que je pensais que cela pourrait l'aider à se sentir plus en sécurité. En attendant les résultats, j'ai remarqué de petits changements chez elle. Elle parlait plus au dîner et me posait des questions sur mon travail et mon enfance. Elle a aussi commencé à laisser sa porte ouverte la nuit, ce que la mère d'accueil avait dit être un signe qu'elle se sentait plus en sécurité. Mais le stress affectait mon travail et ma santé. Je buvais plus de café et dormais moins. Les résultats ADN sont arrivés. J'ai ouvert l'enveloppe pendant que Sophia était à l'école. Le test confirmait que j'étais son père biologique. Sophia était vraiment ma fille et j'étais sa seule famille. Ce soir-là, j'ai montré les résultats à Sophia. Elle a lu attentivement la feuille et m'a demandé ce que ça signifiait. Je lui ai dit que cela signifiait que nous étions vraiment une famille et qu'elle n'avait plus à s'inquiéter d'être envoyée ailleurs. Elle a demandé si elle pouvait garder le papier dans sa chambre. J'ai dit oui. La semaine suivante, Josie m'a appelé avec des nouvelles concernant Lisa. On lui avait proposé d'aller en centre de désintoxication au lieu d'aller en prison, mais elle avait refusé. Josie a dit que Lisa resterait probablement en prison au moins 2 ans de plus, voire plus si elle avait des problèmes là-bas. J'ai demandé à Josie si je devais parler du marché à Sophia. Elle m'a dit que c'était à moi de décider, mais que Sophia devait savoir que sa mère avait choisi de ne pas accepter l'aide. J'ai décidé d'attendre de voir si Sophia posait des questions sur sa mère avant de lui dire quoi que ce soit. Tout cela avait bouleversé ma vie. Je suis passé d'un homme célibataire à un père avec de vraies responsabilités. Une partie de ma famille pense que je suis fou. Mes finances sont serrées et je suis constamment inquiet de savoir si je fais ce qu'il faut pour Sophia, mais je ne peux pas l'abandonner maintenant. C'est ma fille et elle n'a personne d'autre. J'aimerais juste savoir ce que je fais et que ma famille soit plus soutenante, au lieu de traiter Sophia comme un problème à régler. Écrire tout ça me permet de relâcher un peu la pression. Peut-être que j'aurai même quelques conseils pour m'aider à mieux gérer les choses. Mise à jour 1. Les résultats ADN ont changé beaucoup de choses. Sophia a commencé à poser des questions sur ma vie avant que je la connaisse. Elle voulait en savoir plus sur mon enfance, mon travail, et pourquoi j'étais en prison à sa naissance. J'ai essayé de lui expliquer mon problème avec l'alcool. Je lui ai dit qu'avant, je buvais trop et que ça m'avait conduit à faire de mauvais choix. Je lui ai expliqué que j'avais eu des ennuis avec la police pour avoir conduit alors que je n'aurais pas dû, et que c'était pour ça que j'étais allé en prison. Je lui ai aussi dit que j'avais complètement arrêté de boire en sortant et que je n'avais pas touché une goutte depuis 8 ans. Elle m'a demandé si sa mère avait le même problème, mais avec la drogue au lieu de l'alcool. J'ai répondu oui, et que certaines personnes ont plus de mal que d'autres à arrêter. Elle m'a demandé si elle aurait le même problème quand elle serait grande. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que nous ferions en sorte, ensemble, qu'elle apprenne à faire les bons choix. Elle a arrêté de demander quand elle verrait Lisa à nouveau et a commencé à demander des choses sur ma famille. Elle voulait savoir qui étaient mes parents et mes frères et sœurs, et s'ils voulaient la rencontrer. J'ai dû lui dire que mes parents vivaient loin et que mes frères et sœurs avaient des avis partagés sur notre situation.
Elle m'a demandé pourquoi il ne voulait pas la rencontrer, et c'était difficile d'expliquer sans la faire se sentir rejetée. L'école est devenue plus compliquée en décembre. Sa maîtresse m'a demandé un rendez-vous. Elle m'a dit que Sophia avait des difficultés en maths et en compréhension de lecture et qu'elle pourrait bénéficier d'un soutien supplémentaire. Elle a aussi dit que Sophia semblait fatiguée en classe et a demandé si elle dormait bien à la maison. Je lui ai parlé des cauchemars et de tous les changements dans la vie de Sophia. La maîtresse a été compréhensive, mais elle a dit que l'école pouvait proposer du tutorat si je remplissais quelques formulaires. Elle a également suggéré que Sophia pourrait bénéficier de rencontrer la psychologue scolaire. Quand j'ai parlé de la conseillère à Sophia, elle s'est énervée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas parler de ses problèmes à une inconnue et qu'elle allait bien. Je n'ai pas insisté, mais j'ai signé pour le tutorat. À cette période, j'ai commencé à avoir plus de problèmes avec mon frère. Il m'a appelé un soir en disant que notre cousine lui avait dit que je recevais de l'argent de l'État pour m'occuper de Sophia. Il m'a accusé de l'avoir prise uniquement pour l'argent. Je lui ai dit que les paiements pour proches aidants couvraient à peine les dépenses de Sophia et que je payais toujours beaucoup de ma poche. Il a dit qu'il ne me croyait pas et que je devais certainement recevoir plus que ce que j'affirmais. Je lui ai répondu que je me fichais de ce qu'il pensait, car je n'allais pas me justifier auprès de quelqu'un qui ne se souciait pas de ma fille. D'une manière ou d'une autre, cette dispute est arrivée aux oreilles de ma sœur. Elle soutenait ma décision de m'occuper de Sophia mais disait que je devrais être plus transparent sur l'argent. C'est environ $400 par mois, ce qui peut sembler beaucoup, mais ne va pas loin quand il faut nourrir et habiller un enfant. Ma sœur a proposé de jouer les médiatrices entre mon frère et moi, mais j'ai dit que je ne voulais plus en parler. Je lui ai dit que mon frère pouvait penser ce qu'il voulait, mais que je n'allais pas passer ma vie à me défendre. Sophia a surpris une partie d'un de ses appels et m'a demandé pourquoi ma famille était fâchée contre moi. Elle a demandé si c'était à cause d'elle, et je lui ai dit que ça n'avait rien à voir avec elle. Elle m'a demandé si ma famille l'aimerait plus si elle ne vivait pas avec moi. Ma réponse était faite pour la rassurer, mais elle était aussi vraie, elle est ma famille maintenant, et je ne peux pas appeler famille des gens qui pensent comme ça. En janvier, Josie m'a appelé au sujet de Lisa. Elle a dit que Lisa s'était battue avec une autre détenue et qu'elle allait être transférée dans un autre établissement. Elle a aussi dit que Lisa avait demandé des nouvelles de Sophia et voulait savoir si elle pouvait lui écrire des lettres. Je ne savais pas comment gérer ça. D'un côté, je pensais que Sophia devait pouvoir avoir un lien avec sa mère si elle en avait envie. De l'autre, je craignais que les lettres de Lisa ne la bouleversent ou ne lui donnent de faux espoirs quant à une sortie prochaine. J'ai décidé de demander l'avis de quelqu'un qui s'y connaissait mieux que moi, la conseillère scolaire. Elle m'a dit que cela pourrait être acceptable, mais seulement si je lisais les lettres en premier. Elle craignait que la mère de Sophia n'écrive des choses inappropriées ou qui feraient du mal à Sophia. La première lettre de Lisa est arrivée en février. Elle faisait une page, disant surtout à quel point Lisa manquait à Sophia et qu'elle était désolée de ne pas avoir été une bonne mère. Lisa disait aussi qu'elle essayait de s'améliorer et espérait la voir un jour. Sophia a lu la lettre 2 fois puis m'a demandé si elle pouvait répondre. J'ai dit oui et proposé mon aide. Elle a écrit une courte lettre disant à Lisa des nouvelles de son école et qu'elle vivait avec moi maintenant. Elle a aussi dit qu'elle lui manquait mais qu'elle allait bien. Cela a lancé une correspondance régulière entre elles. Les lettres arrivaient environ une fois par semaine, toujours brèves et plutôt positives. Lisa parlait des livres qu'elle lisait ou des classes qu'elle suivait en prison. Sophia écrivait à propos de l'école et des choses que nous faisions ensemble. J'ai remarqué que Sophia semblait plus heureuse après avoir reçu les lettres de sa mère. Elle les gardait sur elle pendant des jours et les relisait sans arrêt. Le tutorat scolaire l'a aidée à rattraper son retard. Ses notes en maths se sont améliorées et elle a commencé à lire davantage à la maison. J'ai acheté quelques livres et elle me les lit le soir. C'est devenu une de nos activités régulières. À ce moment-là, le travail est devenu plus difficile. Mon superviseur m'a convoqué et m'a dit que j'avais pris trop de temps pour les rendez-vous et les réunions scolaires. Il m'a dit qu'il comprenait ma nouvelle responsabilité, mais qu'il fallait que je gère ça sans trop impacter mon emploi du temps. Il m'a suggéré que je devrais peut-être demander un congé familial, ce qui signifierait du temps non rémunéré. Cette idée m'a mis une pression financière supplémentaire. Je ne pouvais pas me permettre de perdre du salaire, mais je ne pouvais pas non plus ignorer les besoins de Sophia. J'ai essayé de planifier tous les rendez-vous après le travail ou pendant mes pauses, mais ce n'était pas toujours possible. Les choses avec ma famille ont empiré en mars. Mes parents ont décidé de rendre visite à ma sœur pour Pâques et elle a invité Sophia et moi à nous joindre à eux. J'ai pensé que ce serait une bonne occasion pour mes parents de rencontrer Sophia et peut-être de changer d'avis une fois qu'ils verraient à quel point c'est une enfant adorable. Mes parents ont été polis mais distants. Ils ont fait quelques commentaires passifs-agressifs et ont surtout agi comme si elle n'était pas là. Ils m'ont aussi dit, quand nous étions seuls, à quel point tout cela était mauvais pour moi. Sophia et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble le week-end. Nous allions au parc, à la bibliothèque ou voir un film. Heureusement, je me sens maintenant davantage comme un père et moins comme quelqu'un qui fait semblant. La situation avec ma famille reste compliquée, je ne parle plus à mon frère, et mon travail ne tient qu'à un fil. Mais la paternité m'a changé pour le mieux, cela a été aussi important que le moment où j'ai décidé de devenir sobre. Je crois même que j'ai encore plus de raisons de le rester maintenant. D'un autre côté,
Une lettre de Lisa mentionnait qu'elle pourrait être éligible à une libération conditionnelle dans environ 1 an. Cela m'a rendu nerveux, parce que je ne sais pas ce qu'il se passera si Lisa veut récupérer Sofia. J'ai un rendez-vous avec un avocat pour comprendre mes droits. Mise à jour 2. Beaucoup de choses se sont passées, mais je vais commencer par ma conversation avec l'avocate. Elle m'a expliqué que, puisque mon nom figure sur l'acte de naissance de Sofia et que je m'occupe d'elle depuis plusieurs mois, j'ai des droits légaux en tant que père. Cependant, elle m'a prévenu que si Lisa sortait de prison et voulait contester la garde, la situation pourrait devenir compliquée. La meilleure chose à faire serait d'entamer la procédure pour obtenir la garde légale complète de Sofia. Cela impliquerait d'aller au tribunal et, possiblement, de faire évaluer mon foyer et ma manière d'élever Sofia par un travailleur social. Elle a dit que cela coûterait environ 2000 $ en frais juridiques, une somme que je n'avais pas. J'ai décidé d'attendre de voir ce qui arriverait avec Lisa avant de dépenser cet argent. En juin, Josie a appelé avec des nouvelles. De la drogue avait été trouvée dans la cellule de Lisa et elle faisait face à de nouvelles accusations. Cela repoussait sa possible libération conditionnelle d'au moins 1 an, peut-être 2. Je ne savais pas quoi ressentir. D'un côté, cela voulait dire que je n'aurais pas à craindre une bataille pour la garde de sitôt. De l'autre, cela signifiait que la mère de Sofia s'enfonçait encore plus et s'éloignait encore davantage de la possibilité de reconstruire sa vie. Je veux être clair, je n'ai rien contre la mère de Sofia, j'ai été dans une situation similaire et je sais à quel point il est difficile d'en sortir. J'ai dit à Sofia ce qui s'était passé, elle avait le droit de savoir, au cas où les lettres cesseraient. Son comportement a changé après ça. Elle semblait moins intéressée par l'idée d'écrire à sa mère. L'été a été un défi, car il n'y avait pas d'école et j'avais besoin de quelqu'un pour la garder pendant que je travaillais. Ma sœur a proposé de la garder certains jours, mais Sofia a dit qu'elle préférait le programme journalier du centre communautaire. Je l'y ai inscrite, cela coûtait 150 $ par semaine, mais c'était moins cher qu'une babysitter. En juillet, j'ai reçu un appel surprise de mon frère. Il a dit qu'il avait réfléchi à notre dispute et voulait parler. Il s'est excusé pour une partie de ce qu'il avait dit. Il pensait toujours que j'avais pris plus que ce que je pouvais gérer, mais il voyait que Sofia allait bien. Il a demandé s'il pouvait apprendre à la connaître pour de vrai. J'ai hésité, mais il avait l'air sincère, alors j'ai accepté qu'il vienne dîner à la maison. Le dîner s'est mieux passé que prévu. Il a apporté à Sofia un livre sur le football, une nouvelle passion à elle, et lui a demandé comment se passait son programme d'été. Sofia était timide au début mais s'est ouverte quand il a commencé à raconter des histoires amusantes sur des choses que je faisais quand j'étais enfant. Après qu'elle est allée se coucher, nous avons eu une longue discussion. Il a admis qu'il ne savait pas ce qu'il avait en tête et s'est excusé pour tout ce qu'il avait dit. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand il a dit que tout ce que j'avais fait pour Sofia était la plus grosse erreur de jugement et qu'il ait jamais dû reconnaître. Cette conversation a été un tournant. Il a commencé à m'appeler régulièrement et parfois il emmenait Sofia au parc ou manger une glace. Il a été d'une grande aide, mais je ne peux pas en dire autant de mes parents. Quand ils ont appris que mon frère passait du temps avec Sofia, ils ont appelé pour dire qu'ils étaient déçus de lui aussi. Ils ont dit que toute la famille soutenait désormais mes mauvaises décisions et qu'on le regretterait tous. Ils ont dit à mon frère que c'était mal parce qu'ils étaient les seuls à m'avoir soutenu pendant mes problèmes d'alcool. Ce n'est pas vrai, ce sont mes frères et sœurs qui étaient là pour moi, et mes parents ont à peine aidé, ce qui a causé des tensions entre nous pendant des années. En août, Sofia a recommencé à poser des questions sur sa mère. Elle voulait savoir si elle pouvait rendre visite à Lisa en prison. Je me suis renseigné et j'ai découvert que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent visiter que s'ils sont accompagnés d'un adulte approuvé et après une procédure spéciale. Je n'étais pas sûr que rendre visite à Lisa soit une bonne chose pour Sofia. Je suis encore allé demander conseil à la conseillère scolaire. La visite a été programmée pour un samedi matin en septembre. Sofia était nerveuse et posait beaucoup de questions sur ce qu'était la prison et combien de temps nous y resterions. J'ai essayé de la préparer du mieux possible, mais j'étais nerveux moi aussi, cela ravivait mes propres souvenirs. La visite a duré environ 30 minutes. Lisa a demandé à Sofia comment se passait l'école et lui a dit à quel point elle lui manquait. Sofia a répondu, mais elle avait l'air mal à l'aise et jetait souvent des coups d'œil vers moi. Lisa m'a aussi demandé des nouvelles de notre situation à la maison et m'a remercié de prendre soin de Sofia. En septembre, Sofia est entrée en CM2 dans son ancienne école. Le côté financier devient plus gérable. J'ai eu une petite augmentation, et les allocations de parenté vont plus loin maintenant que je gère mieux mon budget. J'ai aussi remboursé une partie des dettes de carte de crédit accumulées les premiers mois. C'est probablement la mise à jour la plus positive que j'ai eue. Mise à jour 3. L'audience pour la garde a enfin eu lieu en mars, presque 2 ans après que Sofia a commencé à vivre avec moi. Mon avocate avait raison sur le coup. Entre les honoraires juridiques et les frais de justice, cela a coûté environ 2500 $. J'ai dû emprunter sur mon fonds de retraite, mais je savais que c'était nécessaire. Lisa n'a pas contesté la demande de garde. Josie m'a dit qu'elle avait été transférée à nouveau après un autre incident et faisait face à des accusations supplémentaires. Le juge m'a accordé la garde légale complète de Sofia. L'audience a été courte et simple, puisque Lisa n'était pas présente et que personne ne s'opposait au changement. Sofia n'a pas eu à témoigner,
mais elle a rencontré en privé un représentant nommé par le tribunal, qui a ensuite parlé au juge. Rien ne s'est amélioré avec mes parents. Ils ont appelé une fois après l'audience pour dire qu'ils étaient déçus que j'ai rendu les choses permanentes. Ma mère a dit qu'elle avait espéré que je retrouverais mes esprits et que je réaliserais que je n'étais pas fait pour être père célibataire. C'est la dernière fois que je leur ai parlé. Ils ont cessé d'appeler et j'ai arrêté de prendre contact. Mon frère a continué d'être un bon oncle pour Sophia. Ma sœur nous soutient toujours également. Maintenant, la partie difficile. Au printemps, Josie a appelé pour dire que Lisa avait été hospitalisée après un incident en prison et qu'elle était dans un état critique. Les détails étaient limités, mais il semblait que Lisa avait été blessée lors d'une altercation avec d'autres détenus. J'ai dû décider si j'allais dire à Sophia que sa mère était à l'hôpital. J'ai choisi d'attendre et de voir ce qui se passerait avant de l'inquiéter pour quelque chose qui ne serait peut-être pas si grave. Josie a dit qu'elle me tiendrait au courant. 2 semaines plus tard, elle a rappelé, Lisa était morte à l'hôpital. La cause officielle était des complications liées à des blessures internes, mais Josie a dit qu'il pourrait y avoir une enquête pour déterminer ce qui s'était réellement passé. Dire la vérité à Sophia a été la conversation la plus difficile de ma vie. Je l'ai assise après l'école et je lui ai dit que sa mère était morte. Elle m'a demandé si c'était à cause de la drogue. J'ai dit que c'était parce qu'elle avait été blessée en prison. Sophia a pleuré quelques minutes. Les funérailles ont été modestes. Mes 2 frères et sœurs sont venus pour la soutenir, se tenant chacun d'un côté d'elle, leurs bras autour d'elle. Sophia a voulu prendre la parole, alors elle a lu une courte lettre qu'elle avait écrite à sa mère. Le travail s'est amélioré aussi. Mon ancien superviseur a pris sa retraite et le nouveau est plus compréhensif concernant mes responsabilités familiales. L'entreprise a également mis en place une politique d'horaire plus flexible, ce qui facilite la présence aux rendez-vous et aux événements scolaires. Financièrement, les choses vont mieux aussi. J'ai remboursé les dettes liées aux frais juridiques et recommencé à épargner. Sophia est entrée au collège à l'automne, ce qui a été un grand changement. À cette période, elle a commencé à poser des questions sur les relations et les rendez-vous amoureux. Elle avait remarqué que certains amis avaient des béguins et voulait savoir ce qu'il en était de ma vie amoureuse. Je lui ai dit que je ne voyais personne. La mort de Lisa a entraîné quelques soucis administratifs. J'ai dû gérer son patrimoine, qui se résumait essentiellement à quelques effets personnels dans un box de stockage. J'ai décidé de garder quelques photos et un bijou qui pourrait avoir une valeur sentimentale pour Sophia quand elle sera plus grande. Sophia a maintenant 14 ans et se débrouille très bien au lycée. Elle a de bons amis, de bonnes notes, et semble savoir clairement ce qu'elle veut et qui elle est. Mise à jour 4. Mes parents ont révélé, mais pas à moi, leur véritable raison de désapprouver le fait que j'ai accueilli Sophia. C'est ressorti lors d'une conversation qu'ils ont eue avec mon frère, au cours de laquelle ils ont admis qu'ils prévoyaient de prendre leur retraite et que, si nous 3, leurs enfants, leur envoyions de l'argent chaque mois, combiné à leurs économies, ils pourraient vivre leurs dernières années sans travailler. Mon frère est célibataire avec un bon emploi, et ma sœur a des enfants mais elle et son mari gagnent de très bons salaires. Le problème, c'était moi, j'ai un emploi normal qui couvre à peine mes factures, et prendre plus de responsabilités signifiait un salaire de moins dans leur plan. Maintenant que mon frère sait tout, parce qu'ils ont commencé à le presser, lui aussi, d'envoyer de l'argent, la vérité est sortie. Ils espéraient attendre encore un peu, peut-être tenter de recoller les morceaux avec moi d'abord, mais l'entreprise de mon père a fait des licenciements et il en a fait partie. Ils savaient que les licenciements approchaient, mais espéraient avoir plus de temps pour se préparer, ce qui signifiait, en réalité, nous transformer en filet de sécurité financière. Nous avons tous décidé que nous ne leur donnerions rien. Je n'allais pas le faire de toute façon, parce que ma relation avec eux est brisée. Mais mon frère leur a dit qu'il ne méritait pas un centime de son salaire, et ma sœur ne paiera rien non plus. Même si elle gagne bien sa vie, elle économise pour les études de ses enfants, et envoyer de l'argent juste parce que notre père veut prendre sa retraite aux frais de ses enfants n'est pas dans ses plans. Cela est ce qu'ils ont essayé de faire avec Sophia. Mes parents peuvent trouver un autre travail ou réduire leurs dépenses pour vivre avec leurs économies, s'ils en ont. Vu le montant qu'ils demandaient à mes frères et sœurs, nous pensons que leurs économies sont faibles et que leur plan impliquait aussi de réduire leurs coûts, comme vendre leur maison pour quelque chose de plus petit. Sophia se porte très bien, tellement bien que dans quelques années je vais devoir réfléchir à ses études supérieures. Le refus de ma sœur m'a ouvert les yeux, je dois commencer à économiser pour ça maintenant. J'ai l'impression qu'à chaque jour qui passe j'apprends quelque chose de nouveau, quelque chose auquel j'aurais dû penser plus tôt. Mais comme je ne suis jamais allé à l'université, c'est comme si mon esprit avait bloqué cette possibilité.